Je viens de la campagne, je suis pas poussé à Paris. Quand j'arrive au moment de faire SVRFX, j'ai envie de jouer avec les deux époques. La D3, c'est la boom bap en 2 fois plus vite. D'où c'est vrai que si c'est ton activité principale, comment tu fais pour à côté aussi te nourrir d'autres choses? Parce que ma musique c'était un peu mon échappatoire d'un truc. J'aime impliquer des gens dans mes projets. J'aime trop que les victoires elles soient partagées. Quand j'ai découvert Orelsan devant mon ordinateur. T'as senti ce sentiment d'appartenance un peu et ce truc. Processus. Salut, je suis Sandra Gomez, chef de la rubrique musique chez Combini, passionnée par tous ceux qui font vivre cet art et en perpétuelle quête du son de demain. Vous écoutez Processus, votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'à moi. Au sommaire de cet épisode, on va retracer les débuts dans la musique de mon invité, le moment charnière de sa carrière, à quoi ressemble le quotidien d'un artiste, ses inspirations et quelques surprises au milieu. L'artiste que je reçois aujourd'hui fait partie d'une nouvelle génération de rappeurs qui veut allier le fond et la forme, la technique et le divertissement. Bien qu'originaire de ce qu'on appelle la diagonale du vide, il est en train de gagner du terrain sur la map du rap français. Et grâce à ses choix de prod, il est en passe de réussir à jumeler Saint-Vincent-de-Reims à Détroit. Salut Léo SVR, comment ça va ? Ça va super et toi ? Trop bien, je suis très contente de te recevoir. Est-ce que tu es prêt à revenir sur tout le processus qui t'a amené jusqu'ici ? Avec grand plaisir, trop chaud. Trop bien, on va commencer tout de suite avec ça. Tu veux rencontrer mon RP, salut enchanté. Je fais que d'enchaîner les clopes comme un mec du chantier. Tu me demandes de chanter, tu crois que je vais chanter. J'ai même plus besoin d'écrire comme si je suis enchanté. Tu peux me croiser méga bourré dans ta FDC. Dans tes DM des nationales de moi que des LDC. C'est le morceau Hidalgo sorti en juillet 2022 et c'est ce qui apparaît comme ton premier son sur les plateformes. Ouais. Bien qu'il soit plus dispo sur les plateformes, moi j'ai une première question à te poser. Est-ce que c'est Anne qui a fait strike le son ? Non, même pas. Non. Moi ce que je me disais en l'écoutant, je me disais heureusement c'est plus moi mon RP surtout maintenant. Pourquoi ? Ça a bien changé. C'est la première phase du track que j'avais zappé, tu vois. Non, bah heureusement que ça a changé, quoi. Tu vois, en quelques années, c'est cool. T'es mieux entouré maintenant. Mais non, Anne Hidalgo, elle nous a pas fait chier en vrai, non. Ok. Quand tu sors ce son, du coup, Hidalgo, ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Quand je sors ce son, je sors d'un laboratoire. Okay. En gros un petit peu, où j'ai fait de la zik avant avec des potos avec qui j'ai constitué le groupe, avec qui je suis encore d'ailleurs maintenant, tu vois, un genre de petit collectif qui s'appelle TM Corp, et on a fait du son, je sais pas, on a fait notre petit labo pendant 2-3 ans, un truc comme ça, mais c'était très, comment dire, on expérimentait plein de trucs, ouais, moi je me trouvais absolument encore. pas, ouais voilà, amateur, et puis histoire de se trouver, tu vois, tu peux pas rentrer dans un truc et direct trouver ta patte, ce que t'as envie de faire, ce que t'as envie d'être via les gens, comment tu fais ta singularité aussi. Et en fait, je sors ce track. En gros, c'est le premier track où je le sors et je me dis ok, là, je fais un truc que moi, j'écoute et qui me correspond. Tu vois. Okay. C'est là, le premier morceau, en gros. La première brique, en gros. Ouais, c'est vraiment ça. Ok, et c'est toi, c'est quoi le déclic, justement, qui fait que tu as envie de faire les choses bien, tu vois ? Parce que si ça fait quelques années avant déjà que tu commences la musique, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu le sors avec un clip, tu le sors avec certaines ambitions ? Ouais, bah en vrai, je pense que c'est déjà ce que j'écoutais à l'époque, parce que... Il y avait un petit vent de fraîcheur sur le rap français, enfin, j'en écoutais beaucoup à cette époque, plus que du rap qu'un okay. Et il y avait, je pense, cette envie déjà de base, en vrai, sans se mentir, de faire partie d'une genre de mouvance, tu vois. Okay. Parce que je voyais les autres autour de moi qui s'activaient, qui faisaient plein de trucs, je me disais, en vrai, moi je peux le faire, c'est ce que je kiffe faire de base. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est des tracks comme ça, comme Hidalgo, j'en faisais plein, toutes les semaines. Et les potos, ils me disaient, ils sont éclatés, ils sont rincés de fou. Ah ouais. Ça, c'est nul, c'est KO et tout ça. Et moi, j'étais en mode... Non, en vrai, moi je crois que c'est là où je peux faire mon trou et c'est là en fait où je me sens le plus à l'aise, tu vois, et j'ai l'impression d'avoir une nouvelle version de moi-même, c'est là-dedans, et du coup, j'ai dit vas-y, go, moi je sors ça. Et puis par contre, j'avais vraiment pas trop de plans, tu vois. Ok, d'accord. J'ai pas sorti ça en mode vas-y, il y a la DA, un son par mois et tout, non, j'ai sorti ça. Fallait une image cool. Okay. Il se trouve que j'avais Erwin dans ma team déjà, on était très proches, on se voyait souvent. Lui, il faisait des clips, il avait la dalle, donc on s'est dit vas-y, t'es chaud, je suis chaud. On fait des clips, on fait des visus. C'est pour ça que ça allait un peu vite aussi, tu vois. Pas besoin de courir après un réal et tout. On faisait des clips vite fait, on trouvait une idée cool. Là, on a fait ça dans une laverie, tu vois, à l'époque, c'était cool. Et... C'est le passage obligatoire, le clip dans la laverie. Bah, je crois en vrai. Hein. Si tu fais du rap et que t'es français, je pense que t'es obligé de passer par la laverie. Ouais, de ouf. Ok, du coup, il n'y avait pas vraiment une vision de carrière très précise. Okay. Non, je crois pas. Et toi, dans quel environnement tu grandis ? Est-ce que tu as la musique qui est présente chez toi dès le début ? Ouais, bah sur ce coup-là, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui sont pas du tout musiciens, mais par contre qui ont toujours écouté énormément de musique, tu vois. Et ils ont écouté beaucoup de tout.
Ok. Donc, c'est-à-dire, moi, ce serait un gros mytho de dire que j'ai écouté les classiques du rap français avec mes darons, absolument pas. Mais par contre, plein de choses alternatives. Ok. Et ça, c'est gaulerie parce que je sais pas ce que ça veut dire sur actuellement ma musique parce qu'elle est pas si alternative que ça, mais en tout cas, mes darons, ils adoraient ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est une ouverture d'esprit surtout. Je pense que ouais, ça se traduit surtout pour ça en vrai. Et surtout dans le rock. Rock français, genre des groupes genre Berruyer Noir, plein de trucs comme ça, tu vois, vraiment des choses très politisées essentiellement en vrai, pas mal de reggae, de la variété et même un peu de rap, tu vois, mais que des trucs je sais pas, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses quoi, c'était cool. Donc j'ai vraiment baigné dans la musique tout le temps, dans la voiture, à la maison, partout il y avait de la musique. Ma daronne, pour l'anecdote, elle est allée m'emmener au concert de Alpha Blondie quand elle était enceinte. C'était rigolo à Lyon, tu vois. Ouais, c'est rigolo. À Lyon. Ouais. Ok. Je l'ai pas précisé parce qu'on va croire que je fais du lobbying encore, mais c'est vrai que t'es de la région lyonnaise. L'émission, elle s'appelle pas Rap Lyonnais. Non, ça aurait pu, mais on m'a pas laissé l'autorisation ici à Combini. Justement, dans cette intro, je te disais que dans l'émission, il y avait des petites surprises, des petites interventions externes, et je fais participer des auditeurs. Ok. Et j'ai une auditrice qui a une question pour toi. Hello, je voulais savoir si le fait de ne pas avoir grandi à Paris, ça avait été un frein pour toi, et si oui, qu'est-ce que tu aurais aimé trouver dans la ville où tu as grandi pour pouvoir créer plus facilement. Voilà, merci. Ok, la question elle est cool. Ouais. Je parlais de ce qu'on appelle la diagonale du vide. Je déteste cette expression, mais c'est un peu pour expliquer que c'est juste un terme qui définit certaines régions de la France où il y a moins d'habitants. Ouais, non, mais c'est clair. Et toi, du coup, tu viens de Saint-Vincent-de-Reims, d'où le SVR. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que toi, tu as ressenti certaines difficultés par rapport à là d'où tu viens? En fait, je pense que c'est un peu bateau comme truc, mais en vrai, je pense que c'est surtout ce que t'en fais. Genre, effectivement, t'es loin de tout. Ça veut dire que, par exemple, en termes culturellement, si tu n'es pas dans la bonne famille, avec les bonnes idées, l'ouverture d'esprit sur la musique et tout, c'est clair que du coup tu pars avec un petit désavantage dans le sens où par exemple, je sais pas, peut-être que c'est pas le cas dans les familles, par exemple, je sais pas, t'habites en ville, peut-être que tu vas pas au cinéma tout le temps, mais je veux dire, ce qui est sûr c'est que quand t'es à la campagne, tu y vas pas souvent, tu connais pas le théâtre, tu fais pas, je sais pas, d'opéra, j'en sais rien, tu fais une activité sportive parce que c'est déjà le déplacement de la semaine. Tu vois, tout ça, ça va avec l'oseille. Je dis pas que les gens qui habitent en ville, ils ont forcément plein de trucs, tu vois. T'as moins accès quand même au monde culturel au sens large. T'as moins accès au monde culturel, et ce qui est sûr, c'est que t'as surtout pas d'exemple proche de toi, tu vois. Donc on a eu de la chance d'avoir Internet. Genre, c'est clair que moi, si j'étais né dans les années 70, je sais pas si j'aurais fait de la musique, tu vois. Parce que c'est Internet qui m'a mis le pied à l'étrier, en vrai de vrai, sur plein de trucs d'ailleurs. Mais ouais, je pense que à ce niveau-là, au niveau des exemples, moi je connais aucun rappeur. Aucun, j'en ai jamais croisé, tu vois. Il a fallu que je bouge à Lyon pour en rencontrer et tout, mais sinon je connais aucun mec qui a fait une prod, je connais aucun mec qui a fait un concert, je connais aucun mec qui a... Et tu vois, c'est surtout sur ce truc-là où je me dis, ça peut être que un avantage de rencontrer des gens comme ça et de grandir avec des gens qui partagent quelque chose ou qui ont déjà vécu des expériences. Mais sinon, c'est tout. Et après, il faut en faire une force parce que moi, j'ai eu de la chance de bouger pour des études assez tôt. Okay. Tu vois, mine de rien, j'ai quitté chez moi en fin de troisième pour aller à Lyon d'abord, tu vois. Fait l'internat à Lyon pendant 3 ans, donc j'entrais les week-ends. Mais déjà à Lyon, ça m'a déjà beaucoup apporté en vrai. Bien sûr, ouais. Parce que Lyon, qui dit Lyon, tu brasses des gens de partout. T'as la banlieue lyonnaise, t'as des gens qui venaient de l'Ain, d'un peu du sud, tu vois, t'as plein de trucs. Donc en vrai, j'ai eu de la chance sur ce niveau-là. Mais sinon, ouais, non, en vrai, ça m'a autant apporté que du coup, pêcher un peu sur ça peut motiver aussi. Il peut y avoir aussi un côté de challenge. Ouais, de ouf. Non, franchement, ouais. Et puis c'est cool d'arriver comme ça. Après, quand t'arrives à la ville, je sais pas, à la ville, comme si pas comme des campagnards, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais voilà, t'as ce truc-là, t'as ce bagage et c'est intéressant aussi. Ouais, justement, tu vois, au-delà du côté pratique, est-ce que t'as quand même ressenti, je te dis ça, je me permets cette question, parce que moi, je viens de Lyon, et en venant à Paris, je l'ai quand même ressenti, pourtant je viens d'une grande ville, il y a quand même un espèce de regard un peu méprisant sur ce que peut être le rap en dehors de Paris. Marseille rayonne depuis des années, donc n'a pas souffert de ça, bien que parfois c'est le cas. Mais c'est vrai que est-ce que tu as ressenti un truc on te regarde un peu de travers parce que tu viens de tel endroit? Alors ouais, mais dans des cas vraiment rares, et c'est vraiment peu arrivé. En vrai, moi je trouve que c'est un peu pas une idée reçue, tu vois, mais la plupart des gens, je sais pas, j'ai jamais senti ça vraiment comme une différence
de fou. Et puis, enfin, il y a des trucs bien plus graves surtout. Ouais. Genre, en vrai, ok, d'accord, on va te vanner, on va te faire une vanne, t'es de la campagne et tout, mais en vrai, la vérité, c'est que, en vrai, je reste privilégié, je suis un Babtou, tu vois. C'est con, mais j'ai pas de problème, il y a pas de racisme, j'ai de la chance déjà à ce niveau-là, donc. Ouais, c'est même pas un truc qui va forcément te. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans la vanne, tu vois. Ouais. On m'a jamais refusé un emploi, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas des problèmes graves, en vrai. Ouais, donc être vu comme potentiellement un ringard, c'est pas trop c'est pas un grave. problème. Mais non, c'est pas grave, faut en jouer même limite à la rigueur, tu vois, et puis c'est parfait, quoi. T'as tout capté, je suis très d'accord avec ça. Ensuite, en avril 2023, tu sors ton premier EP Manita. Ouais. Qui commence à faire parler. Il y a certains médias spé qui te repèrent, qui commencent un certain bouche à oreille, j'ai l'impression. Mais selon moi, la confirmation, ça se passe avec le projet suivant, SVR Effect, et notamment un morceau en particulier que je vais lancer tout de suite. Je trinque à la vie, je suis sous Toto et Nineta. En ce moment, te roule avec ma meuf, Xavi Iniesta. Le chemin est long comme les cheveux de Nikita. Je viens de là où on peut réussir sa vie sans certificat. D'abord, on sort l'harmonica, après on joue du code. Je roule le dernier de la journée, je l'allume pendant le chant du code. C'est le morceau Placebo, que je trouve très réussi, qui est aussi ton morceau le plus streamé à l'heure où on parle, puisque quand on enregistre, Sun Chasseur n'est pas encore sorti. Oui. Dans ce morceau, on peut entendre 2 samples. Un sample du morceau 7e Sens du groupe ATK. Je le reprécise, groupe de rap français des années 90 qui ont sorti un album qui est devenu classique avec le temps, je dirais, qui s'appelle Heptagone, qui était qualifié un peu de rap alternatif par moment, et aujourd'hui il n'y a plus trop ces catégories qui sont nécessaires, je pense. En tout cas, c'est un disque important. Ouais. Et dont est issu ce morceau. Ouais, clairement. Et tu rajoutes un sample aussi de la Secret Connection sur le morceau Partie de rien. Ouais. Moi, je le trouve intéressant, ce morceau, parce que c'est pas des groupes les plus souvent cités, les plus souvent référencés, malgré ce qu'ils ont pu apporter au hip-hop en France. Et pour moi, surtout, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y a un truc qui t'a motivé particulièrement, c'est que tu arrives en même temps que plein d'autres rappeurs, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une génération post-2020 où il y a plein de jeunes rappeurs qui ont pop. Et un morceau comme ça, il va faire le pont entre 2 générations qu'on met souvent en opposition, à tort. Comme si les jeunes rappeurs qui testent des trucs, ou peu importe, les jeunes rappeurs n'auraient pas forcément la science ou les connaissances, tu vois, de ce qui a été bâti avant eux. Ouais. Et je pense que c'est un morceau qui peut aussi permettre d'élargir un public, mais au-delà de ça, c'est surtout, tu vois, un peu un tampon de... je connais mes classiques, même si je pense pas qu'il a été fait dans ce sens-là. Ouais. Mais toi, c'était quoi ta vision quand tu t'as fait ce morceau-là? En vrai, t'as bien résumé les choses, parce que quand je t'ai dit tout à l'heure qu'au tout début, là, en 2022, quand je sors le premier single et tout, j'ai envie de m'inclure dans une mouvance, je sais que c'est con, mais j'ai pas les mêmes personnes qui font le truc à l'heure actuelle ou en 2022, machin, on n'est pas pareil. Ouais. Genre, je sais de base qu'on n'est pas pareil. Il y a quand même ce truc, voilà, je viens de la campagne, j'ai moi ma culture à moi, j'ai pas poussé à Paris, j'ai pas les mêmes codes, j'ai jamais fait de freestyle à 12 ans, tu vois, genre c'est con, mais j'ai pas tous ces trucs là. Donc de ce biais là, quand j'évolue un peu musicalement, quand j'arrive au moment de faire SVR Effect, moi j'ai envie aussi d'inclure moi ce que je kiffe, et de me dire en vrai, j'ai pas 19 ans, j'ai pas 40 ans non plus. J'ai envie de jouer avec les deux époques, les deux codes, tu vois. En fait, c'est assez simple, parce que à ce moment-là, juste moi, je suis un bousier de rap français, donc je connais la Secret Co, je connais ATK, mais en même moment, je kiffe trop la scène à Détroit. Ouais. Et du coup, j'ai dit, en fait, c'est quoi la boom bap, c'est quoi en fait? La Détroit, c'est la boom bap en 2 fois plus vite, tu vois, c'est juste ça. Donc tu rajoutes des drums Détroit sur un sample de la Secret Co, sur de ATK, pardon, t'as rien à faire en fait, tu vois. Et le morceau il est cool, j'ai dit vas-y on fait ça. Et après par contre je sais plus comment c'est venu de mettre les voix de la Secret Co sur le pont de la prod d'ATK avec les batteries Détroit. Je sais pas, je crois que j'avais en tête ce jour-là, je sais pas, j'ai dû l'écouter, où je me suis dit ok. J'ai eu de la chance d'avoir leur validation, des 2 groupes d'ailleurs, hein, surtout. Trop bien. T'as fait comment du coup? T'as été en contact avec eux pour... Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, je suis passé par des personnes qui les connaissaient, et ils ont validé les 2. De toute façon, moi je pouvais pas sortir ça sans leur accord, c'était mort, tu vois. Okay. Et je voulais absolument qu'ils valident, quoi. C'est trop bien. Ce qui est trop cool, c'est que ça s'est fini à la boule noire, tu vois. J'y étais. Ah, tu y étais. J'y étais. J'allais t'en parler justement. Mais ouais, c'est trop bien. Ouais. Non, parce que justement, je te parle de ce morceau parce que pour moi, c'est un peu un moment... je dirais important quand même, tu vois, pour le public, pour
tu vois, dans la manière dont ils vont appréhender la musique que tu fais. Mais il y a un autre moment que je trouve important, qui est ce concert à la Boule Noire, tu vois. Parce que, la Boule Noire, je suis vraiment un cliché de moi-même, mais c'est un peu ma salle préférée, parce que j'aime trop les artistes émergents, et j'aime trop voir la naissance tu vois, d'une carrière, et c'est souvent à cet endroit-là que ça se fait, tu vois. Et moi, il y a un truc qui m'a impressionné à la Boule Noire, c'est que j'avais l'impression que tu voulais aller au maximum de l'expérience d'un concert. Tu vois, t'as loué la salle, et là, je veux faire le max que je peux faire, tu vois. Dans la prise d'espace, dans les invités que tu vas recevoir, dans les surprises que tu vas faire et tout. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça. Et en plus, il y a un côté un peu, tu vois, de proximité qui crée un truc assez intime dans cette salle qui est trop, trop bien. Et du coup, effectivement, il y a Moclès et Coma de la Secret Connection qui sont venus. Incroyable. Et c'était fou. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Bah déjà, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Parce que plaisir, hein. C'est vrai que j'ai vraiment, vraiment trop kiffé faire ce concert-là. On l'a préparé pendant longtemps et tout ça. Et en fait, quand je produis de la musique, j'arrive pas à ne pas penser au live. Ça veut dire que les deux sont vraiment inclus dans le processus créatif, tu vois. Quand je fais un morceau, si je vois qu'il est galère à rapper, je vais changer le flow. Tu vois, parce que je sais que ça va être compliqué, ou du moins je vais faire en sorte de pouvoir réfléchir à une solution de le faire en live. Tu penses direct. au live tout le temps, ok. Ouais, un petit peu tout le temps en tout cas. Parce que, je sais pas, les concerts, c'est là où, je sais pas, ta musique, elle prend vie vraiment. C'est des morceaux, tu les vois complètement différemment. C'est trop intéressant de voir des artistes. Moi, j'ai toujours kiffé voir des artistes en live parce que tu saisis des moments à eux, même dans les erreurs, tu vois. C'est là que tu vois les failles, c'est là que tu vois les trucs. Et moi, j'aime trop. Ça permet de voir beaucoup plus loin. Et du coup, dans la Boule Noire, incroyable, ils sont venus. Donc, c'était un truc de fou parce que ça s'est fait... la semaine d'avant, Louise, à qui je fais un bisou, elle m'a mis en contact et tout ça avec eux. Elle me dit viens, on va aller voir à la boutique de la Screco et tout. On y est allé. On a fait, c'était trop marrant parce qu'on était dans le bureau et puis on regardait un petit peu comment on allait faire en live, comment on allait faire la transition et tout. En final, tout s'est fait sur YouTube. Tu vois, ils m'ont dit ok, tu vois là, ton morceau placebo sur YouTube, vas-y, attends, je le lance, vas-y, après, tac, je le mets direct. Alors moi, j'avais pensé à un truc. Moi, je disais mais non, t'inquiète, envoie les pistes, je vais faire un truc, machin. Non, ils ont dit vas-y, juste, tu lances le son. À la cool, ouais. À la cool. Et en fait, c'est comme ça que c'était le mieux. C'était trop bien. Et c'était rigolo, ouais. Parce que surtout, c'était marrant parce qu'il y a des petites anecdotes sur leur venue à la Boule Noire. On ne peut pas parler malheureusement, mais c'était très rigolo. Ouais, ce sera pour la légende. Ouais, mais les légendes ont été respectées en tout cas. Ouais. J'en doute pas. Mais c'était charmé parce que vraiment, le fait qu'ils viennent et qu'ils prennent aussi le temps de faire un ASO aux rappeurs de la nouvelle génération, tu vois. Incroyable, non mais trop. Ça, c'est vraiment un truc important et malheureusement, je trouve que c'est trop facile de réduire les jeunes rappeurs à vous connaissez pas vos classiques parce qu'ils vont pas les citer, parce que tu vois, au final, là, tu l'as fait à travers un morceau en samplant, mais je veux dire, t'es pas obligé de le faire non plus, tu vois. C'est cool de le faire, c'est cool qu'il y ait ces hommages, mais c'est pas non plus, je pense, un passage obligatoire. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, il y avait aussi une dimension vraiment, j'aime pas trop le mot, mais un peu pédagogique dans le sens où quand t'écoutes Placebo, qui passe, je sais pas, dans ta radio Spotify ou je sais pas où, et que t'as, je sais pas moi, 19 ans, 18 ans, 20 ans, en vrai, il y a rien si tu connais ni l'un ni l'autre, si tu connais juste le son de l'OSVR. C'est clair. Mais moi, ce que je kiffe, c'est justement, je voulais que les gens le sachent. Ouais, et je trouve qu'avec le live, ça te permet d'expliquer aux gens ton processus aussi. Ouais. Et là, les gens, ils ont capté, au moins, tu vois. Et je pense que dans la salle, il y avait quelques personnes qui connaissaient la Screco. Non, mais c'est clair, t'as un public quand même relativement jeune. Mais la plupart, je pense vraiment, un bon gros 70%, je pense que soit ils connaissaient de nom, mais en tout cas, ils n'avaient pas forcément capté que ah ouais, c'était eux sur le pont, c'est pas le même groupe que le sample de ATK, ok, d'accord, tu vois. Parce que déjà, c'est bizarre de mélanger deux morceaux, c'est moi, j'étais un peu chelou, tu vois, donc en vrai... mais ça fonctionne bien. Et je trouve que c'est cool, parce que même mes darons, tu vois, je te disais, ils étaient en mode branché courant alternatif quand ils étaient jeunes, ils connaissaient pas la Screco. Ouais. Ils sont en boucle. Ils ont découvert la Screco à ce moment-là. Il est jamais trop tard. Ouais. Jamais trop tard. Ça aurait été marrant qu'ils soient. Tu sais, imagine les deux groupes étaient super en embrouille et tu proposes ça. J'avoue. Jamais de la vie. Tu mets j'aurais été dans la merde. Ces paroles. J'aurais été dans la merde. Heureusement, ça s'est bien passé. Ouais. En tout cas, c'était. C'est aussi dans ce morceau que tu dis que tu viens de là où ta grand-mère est plus connue que Booba. Ouais.
Bah, juste SO à ta grand-mère. Big SO. Elle tenait un restaurant en fait. Trop bien. Et un restaurant. J'ai compris tout de suite. Quand tu viens d'un petit village, je comprends tout à fait que ta grand-mère elle puisse être plus connue que Booba. Mais en fait, quand t'es commerçant dans la région, mais en fait, surtout, elle faisait vraiment de la bonne bouffe, tu vois. Ok. Et il y avait des gens de Lyon qui se déplaçaient pour Graal. Ouais, c'était une bistrot, figure locale. Exactement ça. Voilà. Donc, mais il faut pas qu'on m'attrape. Genre, Booba est très connu quand même. Voilà, dans ma région. Très connu. À Saint-Vincent-de-Reims, moins sûr. On va dire qu'ils sont autant connus. Autant comme ça, pas de galère. Récemment, t'as posté une story où tu disais que t'as enfin pu quitter ton job pour vivre à 100% de la musique. Est-ce que c'était un objectif que tu avais en tête depuis un certain moment ? Comment ça s'est passé ce cap-là ? Ouais, alors c'est récent en vrai, fin 2024, là, ça y est, c'est fini, j'ai lâché mon taf. Et en vrai, c'est un plan que j'avais, c'est le seul plan que j'avais dans ma tête, mais c'est pas un plan en mode, je savais pas combien d'années ça allait prendre et tout. C'est vraiment le truc que je souhaitais le plus au monde en vrai. Et du coup, en vrai, c'est bête à dire, mais j'ai travaillé pour lâcher la musique. Ok. Genre, vraiment, quoi. J'y pensais tout le temps. Mais en même temps, tu peux rien avoir sans rien. Et moi, je m'imaginais pas... parce que du coup, j'ai dû monter à Paris pour un job dans la continuité de mes études, tu vois. Okay. Donc, j'étais déjà en mode... je faisais les allers-retours, mais je veux dire, j'étais quand même plus sur Paris que chez moi. Donc, en vrai, ça a pris du temps. Genre ça faisait 4 ans que je travaillais dans la même boîte, etc. machin. Mais sur l'échelle de ma carrière entre grosses guillemets naissante, bah en vrai ça s'est fait assez rapidement. Ouais, ça va super vite. Parce que tu parles d'Hidalgo 2022, tu vois, fin 2024, je lâche mon taf. En vrai, c'est un truc de fou. Et ça, c'est grâce au concert. Tu penses ? Bah en fait, là j'ai quitté mon job, on va faire la minute juridique, tu vois, mais j'ai quitté mon job pour être important. Intermittent du spectacle. C'est le moment justement où on essaye de rentrer dans cette partie-là parce que pour beaucoup d'auditeurs... Les gens, ils savent pas. Ils savent pas. Et même, tu vois, il peut y avoir beaucoup de fantasmes derrière l'économie du rap. Exactement. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a plein d'argent, alors que... Vous le savez pas, mais il y a plein de rappeurs, vous regardez leurs clips, les clips, il y a des millions de vues, ils ont des tafs à côté. Tu vois, et ça, faut le savoir, donc c'est intéressant si t'en parles. Non, moi j'ai quitté mon job pour être intermittent du spectacle. Ouais. C'est grâce au nombre de cachets que tu fais dans une année, en fait, il faut que t'atteignes un certain seuil. Et il se trouve que je l'ai atteint et que j'avais les personnes autour pour m'aider à monter un dossier et tout. Ça a été accepté, et du coup, voilà quoi. Un an intermittent Mais oui, c'est clair que les gens, ils peuvent pas savoir aussi, parce que mais c'est aussi de la faute un peu des rappeurs, parce que les rappeurs, ils disent n'importe quoi. Enfin, je veux dire, soit ils en parlent pas, soit ils omettent le fait, soit... Après, quand tu fais de l'ego trip, parler de ton statut d'intermittent du spectacle, je peux comprendre, ça le fait. Non, mais c'est pas trop un flex, tu vois. Non, mais en vrai, c'est bien qu'il y ait des espaces comme ça. On a reçu aussi Okis, qui était à ta place il y a pas longtemps, qui me parlait de ça aussi, justement, parce que lui, il était dans la même partie de sa vie, tu vois, il avait réussi à avoir son statut d'intermittent. Et moi, quand même, ça me tient à cœur que les gens captent derrière les enjeux aussi qu'il peut y avoir, tu vois. C'est pas caricatural, genre si t'as des clips, si tu commences à faire du bruit, ça veut dire que t'as signé, ça veut dire que il y a plein de chemins qui sont différents, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est intéressant quand même d'en parler, tu vois. Non, par contre, moi, je sais pas, c'est vrai que les gens, ils sont même un peu confus des fois entre les trucs de label, d'indépendance et tout. Et moi, c'est vrai que c'est un truc qu'on a construit par contre en indé, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est aussi cool. Genre, juste, on est signé dans un label pour sortir de la musique, qui s'appelle une distribution, qui s'occupe de la sortir. Et ensuite, sur le tour, j'ai un contrat avec une boîte de booking, tu vois. Mais j'ai mon label à côté, machin truc, on a quand même monté nos structures et tout. Donc, c'était un souhait dès le départ de rester maître de ce que tu fais. Ouais, quand même en vrai. Mais sans dire fuck le système, voilà. Non, en vrai, c'est quand même un souhait, parce que à la fin, si tu réfléchis, ok, ça te coûte peut-être plus de tal au début, machin, mais en vrai, c'est un mal pour un bien, parce qu'après, tu récupères tes masters, tu récupères tes sons et t'appartiennent vite. Mais en vrai, il y a pour revenir sur ce qu'on disait avant sur l'intermittence, je me souviens d'une vidéo qui est intéressante, s'il y a des gens qui veulent approfondir le sujet, je crois que c'est Luigi. Mais j'aurais Luigi, qui est un big rappeur français, s'il y en a qui connaissent pas, du coup. Tout le monde doit connaître Luigi. Tout le monde connaît, je pense, mais bon. C'est chez Camino, peut-être, qu'il en parle. Il y a un monde, et en fait, il dit que, voilà, j'ai trouvé ça trop intéressant. Il explique le fait que, je sais pas, c'est la théorie des 1000 fans, je crois, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est ça. Ça permet de comprendre, je trouve que c'est un des gars qui l'a expliqué le mieux, de manière simple, tu vois. Bien sûr, c'est le principe de dire que, voilà, tu vois, pour vraiment grossir le trait, tu peux avoir... la quantité de personnes qui vont t'écouter
fait pas ta qualité de vie derrière et même tout simplement la rémunération que tu vas avoir, parce que derrière il y a toute une économie qui se développe aussi, tu vois, il y a les concerts comme tu disais, il y a le merch, il y a les ventes de physique, tu vois, d'albums, etc. Donc c'est clair que il y a effectivement, il y a une imagerie autour du rap et de l'argent qui coule à flot et tout. La réalité est bien autre. Ouais, de ouf. Et en vrai, je pense que de plus en plus les gens commencent à le capter, tu vois. Ouais. Que ce soit des prises de parole directes des artistes ou des beatmakers aussi, beaucoup, tu vois, parce qu'ils sont un peu les dindons de la farce dans cette économie en général. Mais c'est intéressant en tout cas. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes artistes qui vont vers cette option-là de rester indépendants aussi. Ouais, c'est clair. Après, il n'y a rien qui nous aide dans le sens, qui aide les auditeurs, je trouve, dans le sens où, tu vois, dès que tu tombes sur le profil d'un artiste, en tout cas sur une certaine plateforme, directement, tu as son nombre d'auditeurs. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah ça aide pas. Ok. Parce que du coup, tu peux rien comprendre. Dans le sens où, je sais pas, mais ça veut dire que, en fait, tu sais pas, mais peut-être un mec, il a 30 000 auditeurs ou je sais pas, bah peut-être qu'il vit déjà de sa musique, peut-être qu'il est arrivé à faire en sorte que ces 20 000 auditeurs, et ben en fait, ils se déplacent tous faire, je sais plus, je crois que c'est Rilo qui avait fait une Cigale, je crois, ou un Olympia, je sais plus, une des deux dates, mais il avait fait une date trop stylée à Paris. Et le mec, tu vois, c'est pas des gars qui ont des centaines de millions d'auditeurs. C'est clair. Et pourtant, ils fidélisent des publics et tout. Et ça, je trouve ça incroyable. Et les gens, ça, tu le vois pas quand tu tombes sur la page. Je sais pas comment dire. Et ce truc des chiffres, je trouve, ça commence à prendre beaucoup d'importance. Là où c'était un peu confidentiel, un truc un peu d'artistes, de labels et tout. Maintenant, les gens, ils commencent enfin, en tout cas, sur certains réseaux sociaux, les gens commencent à parler en auditeur par mois. Je me pose même la question de l'intérêt pour une plateforme, tu vois, de mettre ces chiffres à disposition, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu un classement de qui est le plus écouté. Moi, j'avoue, je suis pas fan des datas, mais ça peut me donner parfois des indications sur la notoriété d'un artiste ou où est-ce qu'il est dans sa carrière, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je comprends, en tant qu'artiste, ça peut être un peu frustrant de voir afficher ces chiffres-là, parce que t'as l'impression d'être... tu vas être un peu jugé là-dessus, alors qu'en vrai, c'est pas ça qui fait... Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me demandais si c'était vraiment un truc qui... Je suis pas sûr en tout cas que ça aide les gens à comprendre, tu vois, tout ce dont on parle de comment un artiste y vit, comment est-ce qu'il est sorti de... Complètement. Mais après, globalement, j'ai l'impression que... il y a eu un moment où le public a voulu avoir beaucoup d'informations, tu vois, justement, tu vois, les contrats, comment ça se passe. Moi, c'est un truc qui m'a jamais intéressé, cet aspect-là, parce que moi, j'écoute de la musique, je suis passionnée de musique, tu vois, mais aujourd'hui, il y a quand même un public qui est friand de ces questions-là aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on a fait le tour d'un cycle et il faut revenir à un moment où la musique redevient centrale, tu vois. C'est aussi le problème de regarder les chiffres de vente première semaine ou midweek ou des trucs comme ça. Ça veut rien dire, c'est hyper frustrant. Et à côté de ça, t'as des gens qui font des super gros scores de vente, mais c'est parce que quand t'achètes une place de concert, t'as l'album qui va avec. Ou... Tu vois, il y a plein d'astuces. Chacun joue avec les règles du jeu, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en tout cas, faut pas se baser là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des émissions comme celle-là où on invite des gens qu'on trouve intéressants et qu'on kiffe. Peu importe le nombre d'auditeurs, en fait. C'est surtout le propos qui est important. C'est trop cool. C'est important, ouais. Et le fait, toi, justement, d'être passé à cette étape-là où maintenant t'es full sur la musique, est-ce que ça change un peu ta vision de ta carrière ou des choix que tu vas faire? Est-ce que t'as l'impression que ça va influencer quand même les choix que tu vas faire? En vrai, j'y ai beaucoup pensé parce que je savais à peu près quand j'allais mettre fin à mon taf, etc. Donc c'est un truc que j'ai eu le temps de gamberger et de m'y préparer, tu vois. Et en vrai... c'est surtout sur la charge mentale. Dans le sens où moi, je faisais un job qui était... Dans ma tête, il y a un peu deux genres de jobs. Tu sais, t'as le job où tu commences à 8h et tu finis à 18h, genre usine. Et tu rentres le soir, t'as rien à faire. Et je dis pas que c'est pas épuisant, mais je veux dire, c'est plus de la fatigue physique, entre guillemets. Ouais, tu poses ton cerveau, en tout cas. C'est ça, un petit peu. Et t'as les autres tafs où, ok, tu vas être un peu là et tu vas faire du télétravail, des choses comme ça, des trucs comme ça. Mais derrière, tu reçois des mails à 20h, tu fais un truc machin. Et il y a pas trop de week-end et tout. Et c'est genre de trucs, surtout sur la charge mentale, que ça va pouvoir m'enlever pour l'envoyer que dans la ZIC, tu vois. Ça tue. Et pour ta créativité, tu vas avoir ce temps disponible. Exactement. Donc ça, c'est trop cool. Et il y a simplement même le temps, tu vois, le temps que tu peux consacrer à des choses. Genre là, le lundi, je peux faire du studio, chose qui n'était pas le cas avant. Je peux faire une session jusqu'à 2h du matin sans me demander, ok, machin, un truc. C'est con, mais... moi je suis pas un pirate de base. Ça veut dire j'arrivais pas à faire deux choses en même temps. Je pouvais pas
faire le taf. Enfin, je l'ai déjà fait, mais je veux dire, c'était pas mon train de vie, tu vois, de sortir du taf à 18h, aller faire session jusqu'à 5h du matin, me réveiller le lendemain, non. Je veux déjà avoir plutôt quelqu'un de frileux et de sécuritaire, tu vois. Je comprends. Et maintenant que c'est fait, en vrai, maintenant j'ai le taf, qui est la musique. Et il y a aussi ce truc-là qu'on a parlé avec des frérots, et j'avais pas trop réalisé. Frérot qui m'a dit, en vrai, maintenant, ta passion, c'est ton travail. Et j'avoue, ça m'a fait cogiter, c'était il y a quelques mois. Et c'était pas en mode, ok, maintenant cherche de nouvelles passions, parce que ça reste un métier passion du coup, mais du coup c'est vrai que si c'est ton activité principale, comment tu fais pour à côté aussi te nourrir d'autres choses, parce que ma musique c'était un peu mon échappatoire d'un truc. Maintenant voilà, ça reste un échappatoire principal, mais je veux dire il faut que je trouve faut que j'ai d'autres trucs à côté, tu vois. Et c'est en bonne voie. Ok. C'est cool. Ouais, faut toujours rester. C'est ça aussi. C'est des moments qui peuvent être un peu compliqués aussi parce qu'effectivement, t'as beaucoup d'ambition, tu veux mettre tout ton temps dans la musique, tu vois. Ouais. Mais il faut quand même rester. Et puis il faut vivre pour faire de la musique. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça le truc. Il faut rester assez libre pour avoir de l'inspiration. Mais de fou. En plus, ça dépend quelle musique tu fais. Ouais. Donc moi, il y a des artistes que j'écoute. J'ai pas forcément besoin qu'ils vivent 1000 trucs, ils peuvent me répéter les mêmes choses en boucle. C'est pas très grave parce qu'ils ont le style, ils ont le truc et ça tue. Moi, j'en fais pas partie. Enfin, du moins, je m'auto-estime que j'en fais pas partie et que j'ai besoin de vivre des choses, de ramener de nouvelles idées un petit peu dans chaque morceau, même si c'est pas révolutionnaire, tu vois, mais au moins, moi, vivre des trucs. Et du coup, il faut que je vive des choses pour faire de la musique et du coup, voilà, il va falloir que je me laisse le temps un petit peu, tu vois, mais c'est cool. Je vois. Et justement, je suis béni de ce truc en tout cas. Ouais. Pour vivre de la musique, voilà. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui m'ont streamé jusqu'ici, c'est en partie grâce à eux, donc je les remercie beaucoup. Franchement, c'est un truc de fou. Tu pourras les remercier en concert. Faut les remercier en concert. Tu vas leur rendre l'appareil. Bien sûr. Justement, toi, tu parlais de la création. Est-ce que tu as une certaine routine de création, un entourage particulier, précis avec qui tu travailles? Comment tu crées? Comment je crée la plupart du temps, ça part quand même de ma chambre, en vrai. Je suis pas un artiste studio, ou du moins, surtout pour faire des connexions, des sessions avec des beatmakers, peut-être des featuring des fois, etc. Mais sinon, je crée beaucoup tout seul. Tout seul, ouais. Ouais, et j'écris pas mal. J'écris pas mal. J'ai un truc j'ai une appli de notes, tu vois, que je remplis fur et à mesure. Et c'est un peu genre, quand il n'y a plus de place, enfin, quand le verre est à ras-bord, ça veut dire qu'il faut que je fasse un morceau. C'est un petit peu ça le truc, tu vois. Et je fous pas tout dans le même morceau, mais en vrai, c'est un petit peu ça. Et du coup, et puis ça part aussi beaucoup des prods. J'écris un peu à blanc, mais la plupart du temps, j'ai quand même les beatmakers avec qui j'aime bien travailler, qui m'envoient des choses, que ce soit des mecs qu'on déjà placé plusieurs fois pour WAM, tu vois, que ce soit, là, comme ça, je pense à Sick, à Pezo, tu vois. Sick, Pezo, Badem, c'est des gars avec qui je travaille souvent, même un mec qui s'appelle Luet, le mec qui a fait Placebo. Là, il est sur Sunchaser aussi. Enfin, en vrai, je tourne pas mal avec une base, mais j'aime bien aussi me renouveler, tenter des trucs avec d'autres gars. Mais surtout, ça part surtout de ma chambre. Je fais mes prises la plupart du temps chez WAM. Ça m'arrive souvent de les reposer en studio, parce que soit je me concentre pas trop, soit il y a le voisin qui fait une perceuse au bon moment. au bon et moment. Voilà, et vu que j'ai pas un studio chambé chez moi non plus, je dois reposer pour des questions de qualité de voix, tu vois. Et ça me dérange pas, en plus ça me permet de pousser les morceaux plus loin, parce que du coup quand je vais au studio, je travaille avec un gars qui s'appelle Maxime Petit, que j'embrasse, qui est mon meilleur pote et mon ingé son depuis tout le temps. Vraiment, c'est rentable d'avoir un meilleur pote ingé son, c'est très rentable quand tu fais de la musique. Mais le plus rentable, c'est quand t'arrives au point où de base tu le payes de ta poche, mais ensuite t'arrives à faire en sorte que ce gars rentre aussi dans un studio. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Donc tout va bien. Mais non, du coup je bosse beaucoup avec lui et du coup il me pousse beaucoup, il m'apporte des idées, c'est cool. J'aime bien aussi cet aspect là, de se dire ah ouais, en fait ce que t'avais fait c'est lourd, mais vas-y, peut-être il y a un moyen de le pousser, peut-être pas. Et ça j'aime bien. Je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup, enfin je demande pas mal d'avis à des moments précis par contre, c'est-à-dire je veux pas un track, je l'envoie, mais j'aime bien me nourrir des avis des gens et j'essaie de trouver les bons avis chez les bonnes personnes. Je demande pas les mêmes choses en fait, tu vois. Selon le doute que tu as, tu vas aller chercher la personne qui peut te... En gros, c'est ça. Et du coup, je fais en sorte... Et au fur et à mesure, j'essaie d'épurer ça. Tu sais, d'aller vraiment chercher le bon truc. Parce que ça m'a aussi porté du tort. Quand tu demandes des avis, je trouve c'est un peu... c'est un mal... Enfin, c'est comment dire, c'est une balance, tu vois. C'est clair.
c'est clair. Des fois, ça te porte préjudice. Des fois, ça peut être pire. Des fois, ça peut te faire douter d'un truc. Exactement. Toi, t'étais archi sûr de toi. C'était pas sur ça que tu voulais C'est ça. un conseil. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, je pense pas avoir non plus genre un manque de confiance en moi, tu vois. Je pense pas que ça traduise ça. Mais j'ai toujours, en fait, pour moi, la musique, c'est aussi avant tout un truc de... Ça vient depuis vraiment longtemps. Mais du coup, comme je te disais, à l'ancienne, j'ai vraiment commencé à faire du son de manière un peu sérieuse avec tout un groupe de gars. Ouais. Ça s'appelle la TM Corp, tu vois. Ouais. Et c'est des frérots avec qui, il y en a plein d'ailleurs, avec qui je compose plus forcément aujourd'hui, mais on se fait écouter les projets, on a les trucs et tout. Et en fait, j'ai direct eu quand même cette vision collective de la musique et ça me nourrit. En fait, ça me ferait trop chier d'envoyer de la musique tout seul, d'être en tournée tout seul. Ouais, t'as quand même besoin d'un avis de gens qui ouais, comptent et puis pour toi. aussi, quand tu demandes un avis à quelqu'un, cette personne-là, elle se sent impliquée. Et j'aime impliquer des gens dans mes projets. J'aime m'impliquer dans les projets des gens aussi. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours kiffé, que ce soit dans le sport collectif, dans plein d'autres trucs. C'est vraiment un truc que j'aime trop. J'aime trop les sports d'équipe, j'aime trop gagner avec des gens, j'aime trop que les victoires elles soient partagées. Je trouve que c'est trop des beaux moments et je m'ennuierais trop à être tout seul, tu vois. Et non, du coup, ouais, c'est vraiment cette vision collective du truc, tu vois. Ok. Est-ce que tu ressens le besoin de faire de la musique pour un but précis? Est-ce qu'il y a plus que juste ton plaisir et le kiff de faire du rap? Peut-être que c'est venu avec les années aussi, avec l'expérience. Est-ce que tu ressens peut-être, je sais pas, le besoin de représenter quelque chose ou de délivrer un certain message? Ouais, je crois, carrément. En tout cas, ça se dessine de plus en plus. Okay. Et il n'y a pas un seul message, c'est pas genre unilatéral en mode je fais de la musique pour ça. Mais récemment, je m'étais exprimé un peu dessus, mais avec tout ce qui s'est passé politiquement, etc., c'est vrai que je me suis dit qu'en vrai, de vrai, quand tu viens d'un petit village comme As, que t'en parles dans tes sons, que tu le mets dans ton blaze, Léo SVR, tu vois, faut un peu faire attention quand même, parce que qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens de là-bas qui t'écoutent? Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui connaissent pas cet endroit, qui vont le découvrir avec toi? Et tout ça, c'est en train vraiment de se dessiner dans ma tête. Et en fait, c'est aussi de se dire, y a autre chose à gratter dans ces milieux ruraux comme ça, qui sont pleins de défauts, qui sont blindés de fermeture d'esprit, etc. Ouais. Mais il y a aussi plein de bonnes choses là-dedans. Et c'est comment t'expliques un peu ce tableau. En fait, c'est dépeindre un tableau le plus honnête possible. Mais ce qui me ferait triper de fou, ce serait que ma musique puisse inspirer des gens de ces zones-là, tu vois. Ok. À se dire, ok, y a un type qui est arrivé à faire ça comme ça. C'est pas parce que t'as pas accès à ça, que tu peux pas faire ça. Et ça me régalerait de fou. À se dire, ok, vas-y, on peut le faire, tu vois, même si on vient d'ici, tout ça, ça me régalerait, tu vois. Mais ça vient de... C'est de la répétition, parce que c'est un truc que moi, j'ai pris de certains artistes, tu vois. Donc, quand j'ai découvert Orelsan devant mon ordinateur... T'as senti ce sentiment d'appartenance un peu, et ce truc... Je me suis dit, le mec, il rappe sur rien. Enfin, je veux dire, tu vois, il vient d'un endroit, je sais pas trop c'est quoi, ça a l'air de ressembler plus à chez moi qu'à Paris, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et du coup, ouais, c'est un truc qui se perpétue, mais je pense, ouais, il y a cette dimension-là, tu vois. Et j'aimerais bien, ouais, un petit peu, si j'arrive aussi à... C'est un peu ambitieux, mais de changer un peu certaines mentalités via des mini-projets. Un peu, tu sais, comme tu fais des projets un peu locaux. Ouais. T'as ce truc d'impliquer les gens. Et quand je vais faire un court-métrage à SVR, à Saint-Vincent, que je vais faire participer des gens du village qui, par exemple, pourraient avoir des réticences dans le lot sur le rap, qui ont peut-être un fond de racisme en eux, ordinaire, j'en sais rien. Et que moi, je viens avec mes gars. Mais en fait, ça se passe très bien. Et les gens, ils arrivent... En fait, c'est des gens qui n'ont jamais vu. Tu sais, c'est incroyable. En fait, le racisme, la plupart du temps, ça part de là. Ouais, c'est de l'ignorance, la fermeture d'esprit qui se fait... Et en fait, quand tu présentes les choses aux gens et que... En fait, les gens, ils sont capables de changer. En tout cas, moi, c'est un truc que j'aimerais bien m'accrocher à ça. Ouais. Je sais pas si c'est la vérité vraie, mais j'aimerais bien me dire que l'humain, il est capable de changer et d'évoluer vers le meilleur, tu vois. Je comprends. Voilà. Je comprends, c'est une question... Un peu bisounours, tu vois, mais en vrai de vrai, je l'ai déjà vu, certaines personnes, et je trouve que quand tu fais des projets comme ça, tu vois, ça change. En fait, ouais, ça peut paraître comme une vision un peu idéaliste du truc, tu vois. Mais d'un autre côté, on est dans une situation aussi d'une certaine urgence qui fait que... Tout est bon à prendre, en fait, tu vois. Et puis tu peux plus te permettre de juste dire on baisse ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils représentent
je sais pas, 60% de l'électorat en France. Tu peux pas juste te dire on vous pisse dessus et tout. Tu vas où? En vrai, c'est pas possible. Du coup, je sais pas, le truc, c'est d'essayer de tempérer les choses. J'aimerais, ce serait super, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Et pour le coup, je l'ai pas mal ressenti dans ta musique, surtout sur le dernier projet, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus ce propos engagé. Et aujourd'hui, ce serait un peu caricatural de parler de rap conscient, etc. Parce que les barrières se sont vachement brisées à ce niveau-là. Je pense qu'il y a de plus en plus de propos conscients dans tout type de rap, en fait. Ouais. Peu importe la prod sur laquelle tu vas poser, tu peux faire un morceau hyper récréatif comme tu as l'habitude de faire, tout en apportant un peu de conscience. C'est juste je pense. Regarde ce qui se passe autour, c'est une dinguerie, tu vois. Et je pense que c'est important. Et pour le coup, je le salue aussi parce que je l'ai constaté. C'est pas que dans les textes. J'ai vu que tu avais participé à pas mal d'événements caritatifs aussi. Je pense que c'est aussi une de ces valeurs-là du rap qu'il faut continuer à préserver, tu vois. Peu importe. Plus que de savoir est-ce que on a le droit d'utiliser une prod électronique, on a le droit d'utiliser des drums comme ça. Peut-être que c'est une question de valeur, tu vois. Merci, mais de fou. La plupart des débats que les gens ils ont, Intel, Industry Plant, je sais pas quoi, truc, on s'en fout. On s'en fout un peu. Pour moi, c'est à part si tu bosses dans un label, tu bosses dans une maison de disques, je sais pas. Après, tu vois, on va pas. Ça sert à rien de tirer sur les gens qui représentent pas ou qui ont pas envie de représenter des valeurs, tu vois, parce que y a des gens en vrai ils le portent déjà sans forcément en parler. Donc voilà, moi c'est un peu différent. Donc ouais. C'est cool. En tout cas, merci de ne pas me mettre dans la catégorie rap conscient. Déjà, ça fait plaisir. Non, je pense qu'il n'y a même plus de raison d'appeler le rap conscient. Tu vois. Non, c'est clair. Mais ça n'existe plus trop, en vrai. Enfin, respect à... Moi, j'en ai écouté beaucoup. Hein, mais moi, en fait, c'est le terme qui me dérange. Ouais. Parce que tu vois, je le dis souvent, je cite toujours le même exemple, big up à lui. Huss l'Enfoiré, c'est un de mes rappeurs préférés. C'est un rappeur conscient. Pour moi, il y a beaucoup de conscience dans ce qu'il fait, tu vois. Et autant, il fait des rimes que tu peux juger complètement débiles. J'aime bien cette théorie, elle est bien. Mais... son dernier album, Chef d'orchestre, je crois, un morceau sur deux, il va te dresser le portrait d'un mec complètement désabusé par la vie. C'est vrai, c'est réel. Tu vois, les sessions de freestyle qu'il faisait, mais même l'enfoiré, l'enflure, etc., les portraits qu'il dresse, il parle de gens en prison, il parle de gens dans une certaine misère sociale, mais avec tu vois, la forme importe peu. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. C'est plus le fond de ce que tu racontes. Ouais. Parce que je trouve que c'est un peu une posture institutionnelle que de regarder d'en haut et de dire le rap, ça doit ressembler à ça, le rap conscient, c'est ça. Sous-entendu qu'il y a en plus des différences de valeurs, tu vois. Le rap conscient, c'est mieux. Non, c'est juste non, mais c'est clair. Des gens qui vivent de cette culture-là, qui ont envie de la faire vivre, en tout cas, qui s'en nourrissent. Et qui raconte la vie des gens. C'est pas que des multisyllabiques sur une prod boom bap, quoi. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que moi, je fais grave confiance, de toute façon, à la nouvelle génération d'artistes. Winter Zuko, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. Et c'est très électronique, voire techno parfois. Et il parle de la misère sociale, comme très peu l'ont fait au moment où il sort son album, tu vois. Non, c'est clair. Donc ouais, moi, je mettrais personne dans la case rap conscient, tu vois. Et il faut aussi un peu arrêter de voir ça d'une manière un peu péjorative, genre c'est l'ancien qui va nous faire chier avec son long discours. Moi ça me fait plus en fait ce terme je l'aime bien parce que je m'y attache, il est un peu, je le trouve un peu marrant. Je sais pas pourquoi, ça me fait un peu rire, tu vois. Ouais, ça veut dire quoi le rap? Il y a du rap conscient, pourquoi pas. J'ai une autre question pour toi, et cette fois ça vient d'un artiste. Un artiste? Alors, qui c'est? S'enfoirer peut-être, j'espère. Mon petit Léo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tout roule. Je te fais cette petite vidéo pour te dire déjà bravo pour ton projet. J'espère que tu te régales. Et je voulais savoir, dis-moi mon petit loup, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce que ce serait que tu kifferais? Voilà, comment tu décrirais ton année idéale en 2030? Voilà, je te fais un bisou et à très vite. Sacré Ben. Incroyable. Ben PLG. Bon, en vrai, je pense qu'il est dans une aire d'autoroute ou un truc comme ça, en train de tourner pour la 60e date du mois de novembre. Il est extraordinaire en live. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un de mes meilleurs concerts de l'année dernière, Ben PSG. C'est une révélation.
Et même si vous n'écoutez pas Ben PSG, allez voir son concert. Et franchement, je dirais la même chose de toi. Même si vous connaissez pas Léo SVR, allez voir un concert. Et c'est rare que je puisse dire ça, mais vraiment, ça vaut le coup de ouf. Bah, ça fait plaisir de nous apposer à côté parce que moi, c'est vraiment une grosse baffe en live. J'ai eu la chance de faire sa première partie à Bordeaux. Trop bien. Et on a tellement le concert dans la fosse. Et en fait, tu vois, il fait aucune différence entre un live à Bordeaux. J'ai jamais vu à Lille, mais j'imagine une grosse date à Lille, une grosse date à Paname, et ça en dit long aussi sur le message que tu veux délivrer, tu vois, c'est con, mais tu vois, tout le monde est dans le même panier, et tu donnes la même énergie, donc non, franchement, trop fort sur scène. Et pour répondre à sa question, en vrai, je me vois dans 5 ans, je me vois bien comme lui, ouais, tu vois, je me vois bien envoyer une vidéo à un petit rappeur qui passe son truc en podcast dans une aire d'autoroute parce que j'enchaîne entre 2 dates et tout. Moi, j'aimerais bien continuer de sortir de la bonne musique, continuer à vivre de la musique aussi, ça serait trop bien. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que l'intermittence, ça se prend, ça se gagne via les cachets, mais ça se perd aussi. Si tu fais pas le nombre de cachets dans les 10 mois, moi à l'heure actuelle, je suis quelqu'un de plutôt stressé. C'est le truc qui me... T'es prévoyant. Après, il y a la tournée, tu vois, donc c'est bon. Ouais. Mais je veux dire, donc j'aimerais bien être encore intermittent du spectacle, avec des cachets plus gros peut-être, ce serait super, tu vois. Et faire toujours de la meilleure musique, j'aimerais bien. Et puis voilà, dans un pays avec un meilleur mood, ce serait lourd aussi. Ce serait trop chouette. Ce serait, tu vois, je demande beaucoup, mais là, franchement, tu t'en rajoutes une pour nous tous. Voilà, tu vois. Mais non, j'aimerais bien. Tout ça. Okay. Continuer les concerts. En vrai, oui, tourner, ça veut dire que tout se passe bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour toi. Ça veut dire que des gens ont envie de payer un billet aussi. Ce serait magnifique. Et surtout après 5 ans. Ce serait trop bien que les gens, dans 5 ans, ils aient encore envie de me voir en concert alors qu'ils m'ont déjà vu peut-être sur d'autres projets. J'aimerais trop. Mais en tout cas, tu vois, je me vois pas ailleurs. Je me vois pas avoir fait le braquage et me casser, je sais pas, ou dans un autre genre musical. Non, comme ça. Tu le vivrais comment si demain t'as un hit qui pète, mais genre d'une manière un peu imprévue, tu tournes partout? Tu penses que c'est un truc que t'accueillerais comment? Je sais pas si tu peux trop répondre à ce genre de questions, mais je sais même pas si les artistes à qui tu demandes, ils sont pas en mode je sais pas, c'est arrivé et je l'ai fait, tu vois. Genre, non, je sais. Moi, je me dis juste que des fois, ça peut être stressant d'avoir un énorme succès d'un coup, tu vois. En fait, j'ai du mal à y penser parce que j'arrive pas à concevoir que moi, je puisse avoir ce genre de type de morceau. Tu penses? Moi, je pense qu'il y a un potentiel. Peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai du mal à concevoir et si ça arrive, je le prendrais comme je prends un peu tous les trucs, tu vois, et je pense qu'il faut avoir la tête froide, faut rester entouré des mêmes gens, moi c'est surtout ça ce truc, et puis je pense que c'est juste ça, après c'est intéressant, parce qu'en fait... Peut-être si ça me tombe dessus, je deviens une vraie enflure, je me casse avec un chèque, j'en sais rien, je pense pas, mais tu vois. Non mais c'est bien, parce que justement cette question elle est intéressante de se projeter dans 5 ans, parce que je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui devraient plus penser comme ça, tu vois, sur le long terme, entre guillemets, parce que 5 ans à l'échelle du rap, c'est comme 15 ans dans la vraie vie, tu vois, ça va très vite. Mais ça permet de faire des bons choix aussi, tu vois, de pas se précipiter, de savoir prendre son temps, savoir apprécier aussi chaque projet, chaque sortie de projet, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sortent des trucs, ils repartent en studio direct, ces concerts, ils ont pas vraiment le temps d'apprécier leur vie d'artiste, tu vois. C'est vrai qu'il y a la vie d'artiste et c'est bizarre, tu vois, ça en dit long, mais j'ai même pas pensé à la vie perso. Parce qu'après on parle de Léo SVR, tu vois, mais c'est vrai que dans 5 ans, j'aimerais bien aussi avoir avancé dans ma vie perso aussi en parallèle, tu vois. C'est vrai que ce serait cool si j'avais un petit logement à moi, peut-être pas trop dans une ville, pas trop loin de chez moi de base non plus, peut-être avec un jardin, tu vois. Tu vois Pierre Ninet, ses vidéos avec ses ânes. Bien sûr. C'est un peu le goal pour toi? Idéalement, c'est dans quelle région de la France? Plus proche de SVR ou de Paname? Je sais pas. Il faut juste qu'il y ait une gare. Une gare. Tu vois, une gare, et ce serait parfait. Mais dans 5 ans, j'espère que j'aurai le permis. Putain, t'as pas le permis encore? J'ai pas le permis, même pas le code. Alors, excuse-moi, je peux me permettre. T'es un mec de la campagne, t'as pas le permis? Je suis le seul de toute ma bande de potes qui a... J'ai encore des vannes actuelles, j'en mange une fois par semaine. C'est pas à Paname que tu vas passer le permis, en tout cas. Si, parce que justement, c'est un des objectifs de cette année. Voilà. En plus de sortir des bons projets, j'aimerais bien aussi passer le code et le permis, tu vois, ça serait cool. Avoir le permis, ça devrait le faire. Je l'ai passé 6 fois, donc je suis en train de me foutre de ta gueule. Ah oui, 6 fois? Ouais, je l'ai raté 5 fois. Bref, c'est un peu douloureux, on va passer. Mais tu l'as maintenant? Je l'ai, mais je suis à Paris, donc ça me sert à rien. Ouais. Ça me sert à rien, mais à l'époque... La 6e fois, ça devait être... c'est la libération, tu vois. Wow. Et justement, quand j'étais encore dans la région lyonnaise, je passais vers chez toi, Lac des Sapins, c'est pas très loin de chez toi. Tous
tous les étés avec ma petite Twingo. Ça m'a bien aidé. Incroyable. Pour ceux qui partent pas en vacances, justement. Incroyable. J'ai un autre extrait à te passer, mais cette fois, tu es au courant. Je t'ai demandé avant l'émission de me partager un moment de pop culture, un élément qui t'a inspiré, et en dehors de la musique. Et j'aime bien cette partie-là parce que ça permet d'en savoir plus sur toi en dehors de la musique. Tu vois quelles sont tes références. Donc, on va regarder un petit extrait et tu vas m'en parler après. Ouais, let's go. Y'a pas le film en entier? Si tu veux qu'on se pose pour regarder le film, on fera ça. Ça peut être un concept. Hein. C'est un concept. Star Wars, la saga. Ouais. Pourquoi ça t'inspire? En quoi ça t'a inspiré? Bah, déjà, ta question, j'ai réfléchi assez longtemps. Ouais. Et tu vois, c'est très révélateur. Ouais. Parce que pas mal de gens à qui je pose la question, justement, ils ont du mal à trouver. Parce que j'ai l'impression que vous avez que la musique dans votre tête. Bah, t'as complété ma phrase. J'allais dire exactement ça. Okay. Donc, à part, j'allais. Il n'y a pas que toi. Tu sais, je pensais à un truc, et puis ça me relie soit un concert, ou tu vois, un truc en rapport avec la musique. Et du coup, en vrai, j'ai choisi de parler de ma troisième passion, je sais pas, genre le cinéma en termes global. Donc, Star Wars, c'est pas la plus grande œuvre cinématographique, même si je pense qu'elle est bien dans le top 5. Mais c'est un truc avec lequel j'ai vraiment grandi. T'as grandi, ouais. Et bon. Pas cet épisode-là, précisément. Tu sais que j'ai très peu de rêves Star Wars. Ouais. Mais c'est pour ça que t'as choisi cet extrait. Ah bah voilà, justement. Mais là, c'est pas grave. Là, tu m'as grillé. Mais moi, ce que je voulais, c'est que explique-moi la saga Star Wars comme si j'étais un enfant de 5 ans. Alors, si les gens, déjà, ils ne savent pas forcément, mais de base, la saga Star Wars, c'est 3 épisodes. Ouais. C'est une trilogie qui est sortie dans les années 70, 80. Et ça commence avec... c'est simple, ça commence avec Luke Skywalker qui habite sur une planète très lointaine. Il lui arrive un pépin, il devient un peu, entre guillemets, orphelin, tu vois. Et il est en quête de son destin, tu vois. Il se fait recueillir par un vieux sage qui lui dit « Vas-y, viens, je vais te montrer la vie ». Et ils partent voyager dans tout l'univers. En gros, c'est un petit peu ça. Très bien. Jusqu'à rencontrer son créateur, son père, le confronter, se rendre compte des choses. Mais il sait pas que c'est son père et c'est le plus grand méchant de la saga. Okay. Et lui, c'est le plus grand gentil. Ok. Voilà. En gros, ça part de ça. Ok. Et pourquoi j'ai choisi un extrait complètement nul? En fait, non, t'as pas choisi un extrait nul. C'est juste que, tu vois, ça, c'est dans la deuxième saga. Dans la deuxième trilogie, pardon. Ok. La deuxième trilogie est sortie un petit peu plus tard et ça revient sur les épisodes, enfin, ce qui se passe avant, tu vois. Oui. 1, 2, 3. Celui-là, c'est dans le 1, donc c'est le premier épisode de la deuxième trilogie. Toi, t'es bon. Sur donc, 20 secondes, c'est pas mal. Voilà. Mais du coup, ouais, Star Wars, parce que... Bah déjà, on me l'a montré très tôt. Okay. Et c'est mon papa, il m'a montré ça, j'ai trop aimé. Et il y a ce truc de... Je sais pas... Bah en fait, de base, c'est vraiment un gars, il vient d'une planète trop lointaine, vraiment en campagne et tout. Ok. Tu vois, déjà, il y a ce truc... avec SVR direct. Bah ouais, en vrai, parce que ce mec, il est là, il est tout seul, tu vois, il est fermier, machin, genre... Ça m'avait trop marqué, je m'en souviens. Franchement, je pense pas à Star Wars quand je pense à toi. Mais là, maintenant que tu me le dis, je commence à comprendre. Et non, et puis même pour l'aspect... j'aime trop l'histoire, de base. Tu vois, c'est une des autres passions que je kiffe. Et Star Wars s'inspire beaucoup de la mythologie. Tu vois, grecque, etc. Donc ça c'est tiré de beaucoup de grands récits. C'est tiré de beaucoup de manières d'écriture. Enfin de façon d'écrire des épopées, etc. Tu vois, ça reprend des grandes cases, genre, je sais pas, le début, tu vois, l'aventure, machin, un truc, le truc final et tout. Donc ça s'inscrit dans un truc un peu classique de base, tu vois. Et du coup, ça m'a plu direct quand j'ai regardé petit. Et non, après, tu vois, en plus, tu vois, de base, les trucs de l'espace et tout, c'est pas trop mon délire. Ok. Mais vraiment, Star Wars, non. Et puis, tu sais, t'as ce truc de... Ce que j'aimais bien, c'est... La saga, elle joue toujours entre le bien, le mal, mais c'est jamais genre... Tout blanc ou tout noir. Voilà, c'est ça. C'est genre, comment est-ce que tu peux tendre de l'autre côté, comment tu tends de l'autre côté, etc. Et puis moi, c'est la première fois que j'ai pleuré en voyant un film. C'est quand... bon, je vais spoiler, hein, ça date de... C'est bon, maintenant il y a 50 ans, il n'y a que toi qui n'as pas vu Star Wars, visiblement. C'est vrai. Mais je mens pas, au moins je dis la vérité. Quand Luke Skywalker découvre que c'est son père, bah mon daron, t'imagines bien, lui il le savait depuis des années. Moi je savais pas. T'as pris une tarte. Mais un truc de fou. Genre, je m'en souviens,
Genre, je sais qu'il va écouter l'interview, mon daron, il pourra relate, tu vois. Mais j'étais en pleurs dans l'escalier, j'arrivais pas à monter dans ma chambre en mode, mais papa, comment c'est possible de tuer son père? Et ça m'avait vraiment, j'étais en mode... Ça t'a choqué. Tu vois. Et rien que pour les trucs, ce truc-là aussi familial, j'ai trop kiffé Star Wars. Franchement, je comprends. Voilà, j'en ai beaucoup parlé longtemps. Non, je comprends grave la ref, je comprends le lien, c'est important. Oui, il faut aussi voir de quoi est composé ton univers. Il y a le rap, il y a le foot aussi, malheureusement, tu es supporter de l'Olympique Lyonnais. Ça va. Comme moi. Ça va, là. On souffre quand même. Ça va. Ouais, ça va, mais bon. Ça va. On est fatigué. Ouais. Sans aucune transition pour revenir à la musique, c'est qui les artistes qui t'ont le plus inspiré? Tu vois ça, attends, j'aurais bien aimé l'avoir avant aussi, celle-là, elle est dure. Ah non, là c'est un mini piège, En vrai, qu'est-ce que t'as beaucoup écouté? Tu me parlais d'Orelsan tout à l'heure. Ouais, bah en fait, déjà, tout ce que mes parents ont écouté, ça fait partie de mes classiques en vrai. Okay. Tout ce qui est Béret Oreiller Noir, c'est vraiment un groupe que j'ai vraiment poncé. Trop bien. Qui n'a rien à voir avec le rap. Ouais. Mais il y a un côté revendicateur, voilà, c'est ça. Contestataire, tu vois, beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de patates. Ouais, il y a ça. Après, il y a le moment où j'ai découvert le rap tout seul sur YouTube un peu. Et du coup, j'ai eu deux phases. J'ai eu le truc où, enfin, deux types de musique un peu différentes. J'ai eu le truc que tout le monde a un peu écouté au collège, mais qui m'a beaucoup construit. C'est genre pile époque Booba, Autopsy, La Fouine, tu vois, les deux. Ça, c'est vraiment les deux qui étaient vraiment en rotation. Et t'as l'autre side, quand je rentrais chez WAM et que j'étais sur YouTube, je découvrais tout seul. Ouais. Ça, c'est Orelsan, 75e session. Ok. Vraiment. Genre, Népal, pour le coup, c'est vraiment un artiste qui m'a énormément inspiré. Sur le message, sur la forme, je sais pas trop, musicalement, mais en tout cas, sur, je sais pas, la manière de... Et la brutalité un peu du message et de sa manière d'écrire, tu vois. Il y avait un truc très non pudique un peu. Exactement. Tu vois, ce que j'ai pu retrouver après des années plus tard en écoutant Limsa par exemple. Ouais. Je trouve il y a ce truc de pouvoir dire des choses très poignant et en même temps c'est très simple, très accessible. Ouais, et des fois marrant. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est ça que j'ai toujours kiffé avec la musique. Et ça, c'est pas une rêve, comment dire, que j'ai en mode classique, mais je sais pas si tu connais, il y a un groupe, je suis allé voir plein de fois en concert avec mes darons justement, qui s'appelle les Fatal Picard. Bon, oui, je connais. Bref, de base, c'est plutôt de la musique marrante, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ils nous ont représenté à l'Eurovision d'ailleurs. Oui, ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait exprès. Et j'avoue que j'ai grandi avec ça, et du coup, ils faisaient de la bonne musique. Mais bon, après, on n'aime pas, tu vois, mais quand même de la musique marrante de base, qui fait des sujets marrants et tout ça. Mais, je sais pas, j'ai toujours kiffé cette manière de pouvoir aussi un peu rigoler avec la musique et le fait que la musique ce soit ok, un truc, tu vois, genre, t'as le droit aussi. Ouais, c'est pas que... Oui, c'est pas que sérieux, non. C'est pas... Et puis des fois, voilà, quand tu relis certaines rêves avec d'autres rêves, tu te rends compte que, ah ouais, en fait, le mieux c'est d'être marrant, et puis la phrase d'après d'être tranchant, et c'est là que tu crées des émotions chez les gens, tu vois. De ouf. Donc ouais, non. Mais il y a beaucoup ça dans ta musique en vrai. 75e session, je pense, beaucoup. Et après, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai un pote qui m'a fait écouter H24 de Hamza. Et c'est devenu mon artiste numéro 1 depuis des années. Je suis fan d'Hamza. C'est vraiment un des artistes qui n'a rien à voir avec ce que je fais, tu vois. Ton projet préféré d'Hamza? Bah, moi je vais dire H24, mais il est plus sur les plateformes, donc on peut plus l'écouter. C'est triste, c'est dur. Mais moi aussi, sinon, j'ai une nostalgie de fou pour cette époque. Et en récent, en vrai, enfin je sais pas, soit H24, soit Paradise Deluxe, tu vois. Ouais. Bien Deluxe. Parce qu'il y a des morceaux vraiment Gucci dessus. Très fort. Voilà. En vrai, c'est un petit peu tout ça, quoi. Alors, je pourrais en citer des tonnes, tu vois. On a dressé le portrait. Et du coup, ton feat de rêve. Est-ce qu'un jour, il y aura un LOS vers Hamza? Peut-être qu'on tend une perche. Non. Non. Mais je vais me faire boire. Je vais me faire avaler, là. Tu penses? Mais ouais. Moi, je pense que ça matcherait bien. Ah, tu mets en studio avec Hamza? Franchement. Tu skippes mon couplet. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette émission, qui vont écouter. Non, je sais pas. Hamza, je sais pas. Ça peut se faire. Je sais pas. Tu sais, il y a aussi ce truc de se dire, tu sais, voilà, genre Hamza, c'est un mec vraiment, j'idolâtre comme un auditeur, tu vois. Okay. Ça veut dire, je sais pas. T'as pas trop envie de te mélanger forcément. Ouais, je sais pas. Tu vois là, pour moi, c'est Hamza. Je sais pas comment dire. Je sais pas si j'ai envie d'avoir son numéro dans mon bigo, tu vois. Je vois très bien. C'est comme moi, il y a certains artistes, j'ai pas forcément envie de les interviewer. Je veux qu'ils restent, tu vois, dans la pochette sur Apple Music, c'est tout. Mais feat de rêve, je sais pas. En vrai, malheureusement, c'est pas possible. Mais en vrai, quelqu'un comme Népal, c'est vraiment un gars, genre, je sais que là, je ferai encore un projet
peut-être 2, et je pense que je l'aurais invité. J'aurais essayé de faire un morceau avec lui parce que je trouve il y avait trop de choses à relier et du coup moi ça aurait été lui. Et sinon en vrai, pour le lore, en vrai de vrai, si j'arrive à un stade un jour où vas-y c'est le truc et tout, pour la vanne, parce que j'ai déjà rencontré à la fin d'un concert Orelsan, je pense. Charmé. Tu vois, mais Charmé. Je sais pas quand. Peut-être il aura de la barbe. Peut-être j'en aurai aussi. C'est vrai, là, ça commence à tourner, là. Je sais pas, les aiguilles tournent. Mais voilà, après, je pense qu'il va continuer à faire de la musique pendant encore très longtemps. On arrive bientôt à la fin de cette discussion et je voulais te partager mes lyrics préférés de toi que j'aimerais que tu m'expliques. Ok. C'est quand tu dis « Je vous prendrai sur la distance, oublie pas que j'ai un train de retard ». Ouais. Sur ton dernier projet, du coup. Ouais. Est-ce que c'est un sentiment vraiment que... Est-ce que c'était pour la phase? Est-ce que c'est un sentiment que tu as en toi, justement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, d'être... Ouais, non, c'est un peu en retard. En retard pour la phrase, tu vois, mais dans le sens où aussi j'ai commencé tard. Genre, j'avais jamais gratté un couplet avant 18 ans. Genre jamais, je sais pas. Tout est relatif. Hein. Encore une fois, le rap, il y en a beaucoup qui commencent très jeunes. Mais ça. À 18 ans, t'es encore, tu vois, t'es encore super jeune. T'es encore super jeune. Mais quand t'as 18 ans à ce moment-là, en tout cas il y a quelques années, tu vois, il y avait déjà des types, tu vois, qui étaient déjà très chauds. Et ouais, je comprends. Et du coup, c'est peut-être un peu dans ce sens-là. Et aussi le train de retard, tu peux le voir sur le bagage culturel, tu peux le voir sur plein de trucs. Tu vois, moi en vrai, j'apprends tous les jours. Il y a tellement de trucs que je sais pas. En vrai, je suis refait même. C'est cool d'avoir un train de retard parce que du coup, ils sont chiants les gens qui savent tout, tu vois. Moi, je sais pas tout. Je suis curieux d'apprendre, c'est cool. Et ça veut dire ça aussi, tu vois. Ouais. Mais justement, moi, je pense que c'est une phase que j'aime bien dans un morceau que j'aime bien aussi, mais je pense que c'est aussi une phase qui explique bien ta musique et ce que tu racontes, parce qu'il y a un peu d'ego trip, et c'est quelque chose que tu maîtrises très bien dans ta musique, mais tu sais aussi faire preuve d'introspection, et sur Sun Chaser, justement, t'es beaucoup plus intime qu'auparavant, et je trouve que voilà, c'est une phase qui combine bien la vulnérabilité et le côté ambitieux et challenger que je ressens aussi beaucoup dans ta musique. Ça fait plaisir que tu l'aies lu comme ça. Et on en parlait tout à l'heure, il y a aussi un autre aspect que tu développes, c'est le propos engagé, et je pense que tout ça fait que c'est un projet à écouter. Il y a des jolis feats. Ben PLG qui nous a laissé un message là, qui fait un morceau extraordinaire. Ouais. Michel-Ange, c'est vraiment un très très gros morceau. La prod est incroyable. Edge aussi, dans un morceau qui est déjà sorti, qui a déjà beaucoup plu au public. Donc franchement, écoutez Sun Chaser. Et on arrive à la fin. J'ai une dernière question. C'est quoi? Je t'ai déjà demandé, en vrai, je sais déjà. Le morceau préféré de ta discographie, on va l'écouter tout de suite. En ce moment la vie a un goût spécial. Entre les mauvaises et les bonnes nouvelles, je dois pas crever dans les zigzags. Je pourrais vraiment donner ma vie pour elle, sans réfléchir le quart d'une seconde. Je voudrais que la suite ne soit plus de ce monde, plus jamais voir ton sourire qui retombe. On sait tous les deux que la route est longue et que les problèmes arrivent toujours. C'est le morceau Tant qui sait, qui est présent sur ton dernier EP du coup. Yes. Pourquoi ce morceau? Pourquoi ce morceau? Bah déjà, ça change toujours un peu chez les artistes, tu sais. Ouais, c'est dur. C'est une question horrible, je sais. Mais du coup, là, ça tombe bien. Du coup, il est sur le dernier projet. Ouais. Et je pense que c'est le morceau qui ressemble plus à ce que j'ai envie de faire, moi, musicalement, et envie d'être. C'est-à-dire que ce morceau-là, je suis à peu près sûr que je peux pas le retrouver chez quelqu'un d'autre. Et ça me régale, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'essaie d'apprendre encore tous les jours, parce que c'est pas le cas pour tout. Et cette singularité, tu vois, c'est une prod un peu bête et tout, mais quand même un peu classe. C'est dessus ce que je raconte, ça appartient vraiment à un truc très perso. C'est un des morceaux les plus perso que j'ai, tu vois, qui fait un gros big up aux meufs de ma vie, qui sont ma grand-mère, ma petite sœur et ma maman. C'est un peu d'elle dont je parle dans le track, tu vois. Et en même temps, il s'écoute juste normal, parce que je sais pas comment dire, c'est un peu un truc, je suis content de la gueule de ce genre de track. Genre, tu peux te dire c'est les OSVR. Ouais. Voilà, tu vois. Voilà. Mais je pense que c'est aussi un objectif à atteindre pour beaucoup d'artistes, tu vois. Le moment où t'as tout dit, ta musique, elle peut pas être rappée par quelqu'un d'autre. Ouais, en fait. C'est ça. Ce que tu racontes, c'est quelque chose de personnel. Et en même temps, si tu veux l'écouter juste comme ça en surface, tu peux aussi te prendre le truc. En gros, c'est ça. Il y a un truc un peu universel. Tu vois, c'est un peu genre comment tu crées la faille entre la confidence et le truc en même temps accessible, tu vois. Ça, j'aime bien. Ouais. Trop bien. Et ben, merci. Merci Léo beaucoup à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Sun Chaser est disponible partout et tu es en tournée. Yes. Et tu seras à la Maroquinerie le 28 février. Je serai évidemment là. Magnifique. Trop bien. C'était Processus, le nouveau podcast musique de Combini, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube.
Abonnez-vous, faites vos retours en commentaire et dites-nous qui on doit absolument inviter. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye. Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Processus est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines. Parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Bye.